Posledním Then sdělením z the této last trojice bude sdělení francouzské paper poslankyně, is která the je paper of náhradnicí ve the výboru French pro životní member of the prostředí, parliament who works as a deputy náhradnicí ve in výboru the pro environment zemědělství a committee ve and výboru deputy in pro životní the prostředí committee on the a bude hovořit Natural na Research and téma Energy and Committee on Agriculture and Rural je tedy Development. vzdělání lékařská, She bude hovořit na studied téma medicine and she will tell us strategie something about Evropské strategy unie of z farmy European na Union vidličku. Skvělá Farm to příležitost Fork, uskutečnění great naší opportunity vize to implement lokalizace. our vision of Protože localization. víme, že We Francie know se that potýká s France is výraznou facing delokalizací. delocalization. Substantially, number of industrial segments disappeared from France, and of course, France is interested to have prosperous rural areas also. Ahoy, bonjour à tous. Je suis heureuse et honorée de participer un peu de loin à cette conférence et j'espère que mes propos vont apporter quelques éléments supplémentaires à votre connaissance de la politique agricole européenne. Avant de vous parler du nouveau concept de la stratégie de la ferme à la table, qui est en cours de discussion actuellement au Parlement, il convient quand même de rappeler que l'Union européenne est la première puissance agricole mondiale. En 2016, la production agricole européenne représente près de 405 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'État membre y contribuant le plus étant la France à hauteur de 17%, suivi de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne, des Pays-Bas et de la Pologne. À titre d'exemple, les céréales européennes représentent près de 11% de la production mondiale, la France en étant de loin le plus important producteur, suivi de l'Allemagne et de la Pologne. La France est également le premier producteur de bovins en Europe, tandis que l'Allemagne et l'Espagne assurent l'essentiel de la filière porcine. Concernant les exportations, l'Union européenne est le premier exportateur mondial de produits agricoles, à hauteur de 140 milliards d'euros en 2018, générant ainsi un excédent commercial de 22 milliards en raison de très nombreux traités de libre-échange. Il s'agit surtout des boissons, vins et alcools pour 25 milliards, suivis par le lait, les produits laitiers, les préparations à base de céréales, respectivement à hauteur de 11 et 10 milliards d'euros. Le nombre d'exploitations européennes était de 10 millions en 2013. Malheureusement, elle ne fait que diminuer. La surface agricole atteignait alors 174 millions d'hectares, soit 40% du territoire européen. Il est clair que ces chiffres colossaux sont à mettre au crédit de nos agriculteurs, qui chaque jour participent à garantir la souveraineté alimentaire de notre continent et donc de nos États membres. Cela est d'autant plus admirable qu'ils le font dans des conditions qui se dégradent de plus en plus. En effet, la concurrence mondiale, les traités de libre-échange, la désertification des campagnes, le manque de main-d'œuvre, les difficultés de renouvellement des générations et leur vieillissement, le millefeuille normatif et administratif, l'agribashing, très à la mode, et les injonctions environnementales ajoutent toujours un peu plus de complexité et de dureté à ce métier. S'ajoute à ce tableau une demande légitime de la part de nos populations d'un retour à une plus grande mesure, à une prise de conscience que nous vivons dans un monde fini où la notion de limite démontre au quotidien qu'elle est plus que jamais pertinente. Face à l'artificialisation des sols et au déclin de la biodiversité, nous devons bien évidemment réduire notre dépendance aux pesticides et totalement reconsidérer la manière dont nous traitons les animaux, car cela dit beaucoup du respect que nous avons pour nous-mêmes et notre culture. Enfin, il faut que nos agriculteurs, que nos paysans puissent retrouver le goût et la quiétude de leur travail, grâce en particulier à une juste rémunération. Aujourd'hui en France, mais dans d'autres pays européens aussi, c'est un agriculteur par jour qui se suicide. Cela n'est évidemment pas acceptable. Cela dit, notre responsabilité, c'est donc de proposer des solutions concrètes et viables. C'est le sens des propositions que nous faisons au Rassemblement national, en France, mais aussi par notre groupe Identité Démocratie au Parlement, avec notre stratégie dite du localisme, qui est la version française de la relocalisation.
nous nous félicitons qu'elle soit aujourd'hui déclinable dans sa version européenne par cette fameuse stratégie de la ferme à la fourchette. Cette stratégie, dite aussi Farm to Fork, a été présentée en mai 2020 par la commissaire européenne à la santé et la sécurité alimentaire en lieu et place du commissaire à l'agriculture et développement rural. Ce parrainage n'est pas anodin, puisqu'il dévoile la volonté de la Commission d'y apporter une dimension climatique et sanitaire importante. Et c'est effectivement la première fois que la Commission propose un cadre concret pour une politique alimentaire européenne englobant toutes les étapes de la production à la consommation. Les ambitions clairement affichées, et même chiffrées pour certaines, sont de réduire l'empreinte environnementale, d'inclure les préoccupations de santé et d'améliorer la robustesse et la résilience de nos systèmes alimentaires. Alors donc, quelles sont ces grandes ambitions ? Cette stratégie entend intégrer l'ensemble du système alimentaire, et cela se voit dans une très large part du document de 20 pages édité par la Commission, à l'adresse des députés de la Commission Agriculture et Environnement, puisque nous travaillons ensemble. Elle donne les grandes lignes directrices de cette ambition européenne en se concentrant sur les conditions de la production agricole. La Commission affirme ainsi sa volonté de réduire les pesticides chimiques et les risques associés de 50% d'ici 2030. Il existe d'ailleurs un indicateur qui a prouvé que le risque découlant de l'utilisation des pesticides a baissé de 20% au cours des 5 dernières années. Pour atteindre cet objectif, la Commission va réviser la directive relative à l'utilisation durable des pesticides, va améliorer les dispositions relatives à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et veillera à promouvoir une utilisation accrue de solutions de lutte non chimiques. Pour les engrais, la Commission souhaite réduire les pertes de nutriments, en particulier l'azote et le phosphore, d'au moins 50%, tout en s'assurant de ne pas détériorer la fertilité des sols. L'utilisation d'engrais chimiques devra baisser d'au moins 20% d'ici 2030. La même Commission compte sur les États membres pour établir avec eux un plan d'action sur la gestion intégrée des nutriments et pour étendre l'application des techniques de fertilisation de précision associées à un meilleur recyclage des déchets organiques en engrais renouvelables. Elle souhaite également renforcer le bien-être animal et lutter contre l'antibiorésistance, notamment en réduisant de 50% les ventes d'antibiotiques pour les animaux d'élevage et l'aquaculture, et cela d'ici 2030. Pour faciliter la mise sur le marché d'additifs pour l'alimentation animale durable et innovante, il lui faudra revoir les règles de l'Union pour réduire la dépendance à certaines matières premières destinées à l'alimentation animale en favorisant des protéines végétales cultivées dans l'Union et des matières premières pour aliments d'animaux de substitution comme les insectes ou les algues ou issus de sous-produits de la bioéconomie comme les déchets de poissons. La Commission compte prendre donc des mesures pour faciliter l'inscription au catalogue aussi nécessaire de nouvelles variétés de semences. Cela est fondamental, y compris celles destinées à l'agriculture biologique, et pour en faciliter l'accès au marché des variétés traditionnelles plus adaptées aux terroirs locaux. Notons que dans ce même paragraphe, la Commission évoque aussi de manière assez vague, pour ne pas inquiéter ou déclencher l'inquiétude des anti-OGM, le lancement d'une étude pour mesurer le potentiel de nouvelles techniques de génomique pour améliorer la durabilité des chaînes de valeurs alimentaires. Elle complète aussi son propos en s'engageant à soutenir le développement de l'agriculture biologique à hauteur de 25% des terres agricoles en agriculture de ce type d'ici 2030. Sur le volet alimentation, la Commission propose de mettre en place, à terme, un étiquetage nutritionnel harmonisé, obligatoire, incluant des informations sur les aspects climatiques, environnementaux et sociaux de chacun des produits alimentaires. Elle propose que les États membres puissent utiliser leurs outils fiscaux, en particulier la TVA, pour donner un avantage compétitif aux producteurs et aux produits biologiques. Elle se donne aussi des objectifs pour réduire le gaspillage alimentaire d'ici 2023, c'est-à-dire demain.
Il est clair que cette stratégie devra nécessairement s'articuler, vous le comprenez, avec la nouvelle PAC qui a été votée au mois d'octobre. Pour faire un tout petit rappel, la PAC antérieure, qui a été mentionnée dès 1957 dans le traité de Rome, a été mise en place en 1962. Elle reflète, à l'époque, la nécessité d'augmenter la production alimentaire dans une Europe dévastée par des années de guerre. Au terme de longues négociations, cette PAC instaure 3 instruments fondamentaux. Les taxes à l'importation, les prix garantis et les restitutions aux exportations pour permettre d'écouler la production agricole, quelle que soit sa quantité. Elle sera donc vendue sur le marché intérieur, rachetée par la communauté ou exportée dans les pays tiers. Rapidement, cette PAC remplit ses objectifs. De fait, elle stabilise les prix, augmente les revenus des agriculteurs et assure l'approvisionnement à un coût raisonnable pour les consommateurs, tout en augmentant considérablement la productivité et la production agricole de la communauté européenne. Mais elle montre également, dès les années 1970, des effets pervers. L'explosion des coûts de gestion, de la surproduction, une négociation du rabais britannique, des reproches de concurrence déloyale de la part de pays tiers et bien évidemment, comme on le voit aujourd'hui, des effets néfastes sur l'environnement. Et tout cela au motif de juguler une surproduction. Dès lors, les Européens mettent alors progressivement en place plusieurs mesures, les fameux quotas, les quotas laitiers, des primes à la diversification, le gel des terres ou au développement rural, mais surtout le découplage des aides aux producteurs en remplaçant les prix garantis par des aides directes non liées à la production. Une première réforme en 2013 a donné plus de flexibilité aux États dans l'orientation des aides aux agriculteurs avec un système d'aide à l'hectare dans des enveloppes nationales et régionales. Elle a fait aussi parallèlement l'objet d'un verdissement puisque 30% des aides directes étaient dès cette période liées au respect de pratiques agroalimentaires. Qu'est-ce que la PAC, votée en octobre, va apporter de plus ? Eh bien, cette nouvelle mouture entend agir davantage sur l'environnement en soutenant les mesures qui lui sont favorables et en sanctionnant les infractions. Elle rentrera en vigueur en 2023. En passant, il faut signaler que cette PAC représente quand même 35% du budget de l'Union, soit 358 milliards d'euros, et son budget va revenir à 6 ou 7 millions d'exploitations agricoles dans l'Union. Certaines de ces nouvelles mesures sont pour nous favorables à l'environnement et comme telles acceptables. Il s'agit du renforcement des causes de conditionnalité que chaque agriculteur devrait respecter pour obtenir un soutien. La révision à la hausse des objectifs proposés par les ministres de l'Agriculture de chacun des États, au moins 30% du budget des paiements directs serait consacré aux écoschémas, un nouvel outil pour inciter les agriculteurs volontaires à opter pour des solutions favorables à la transition écologique. 35% du budget y sera donc consacré. Il y aura la création d'un conseil agricole dans chaque État membre. Chaque État étant invité à réserver au moins 30% des fonds de l'UE qui lui sont octroyés pour aider les agriculteurs à lutter contre le changement climatique, à gérer de meilleure manière les ressources naturelles et protéger la biodiversité. Il s'agit notamment pour les aider à aménager 10% de leurs terres pour cette fameuse biodiversité en implantant par exemple des haies, des arbres non fruitiers ou des mares. En revanche, il est regrettable qu'il y ait des sanctions plus lourdes pour les agriculteurs qui enfreindraient à plusieurs reprises les exigences de l'Union européenne. Il faut dire aussi que cette PAC subit les critiques des ONG environnementales si l'on en juge par le communiqué du collectif d'agriculteurs pour une autre PAC, membre du groupe Good Food Good Farming, qui réunit près de 400 ONG et qui indique qu'il juge irresponsable de cautionner une PAC qui, au motif qu'elle ferait un petit pas en avant par rapport à aujourd'hui, reste très en deçà de ce dont nous avons besoin pour relever les défis de la décennie. Cette nouvelle PAC déplaît largement aux tenants de l'environnementalisme institutionnel. Et cela pour 3 raisons. Parce que les États membres vont définir un peu plus eux-mêmes leurs plans nationaux, parce que la lutte contre le changement climatique n'est pas l'objectif principal de cette nouvelle PAC, et que le verdissement est principalement incitatif et volontaire. Le texte doit encore passer par des discussions interinstitutionnelles pour que sa version finale soit enfin connue.
En ce qui nous concerne, nous suggérons donc d'orienter ces nouvelles mesures au niveau national dans le sens de plus de souveraineté. Et pour cela, nous proposons que chaque État membre, et en particulier en France, soit une puissance agricole au service d'une alimentation saine. Pour cela, différents moyens. En appliquant le patriotisme économique aux produits agricoles nationaux pour soutenir immédiatement nos paysans et nos pêcheurs, notamment au travers de la commande publique. En incitant à soutenir les exploitations familiales, en refusant les traités de libre-échange, TAFTA, CETA, Australie, Nouvelle-Zélande, et en refusant ce modèle économique fondé sur la mondialisation sauvage des échanges et le dumping social, sanitaire et environnemental, nous reverrons donc tous ces traités internationaux. En développant les circuits courts de la production à la consommation, en réorganisant les filières avec les outils du localisme, à savoir articuler le dynamisme agricole des territoires avec la demande en consommation, diversifier l'offre et la production agricole pour correspondre aux besoins locaux, générer une logistique de proximité, employer de la main-d'œuvre locale bien rémunérée, respecter les territoires et les savoir-faire, renforcer la formation et promouvoir la paysannerie de proximité, installer une culture du respect de l'animal, en particulier en refusant les méthodes d'abattage rituelles. En simplifiant le quotidien des agriculteurs, en stoppant l'explosion des normes administratives et en encourageant l'installation des jeunes agriculteurs par le biais de défiscalisation durant les premières années. En défendant la qualité, afin de lutter contre la concurrence déloyale, il faudra interdire l'importation des produits agricoles et alimentaires qui ne respectent pas les normes de production françaises ou nationales en matière de sécurité sanitaire, de bien-être animal, d'environnement. Il faudra imposer la traçabilité totale à l'origine géographique et du lieu de transformation sur l'étiquette afin de garantir la transparence et l'information complète des consommateurs. En favorisant aussi les exportations agricoles, notamment en soutenant les labels de qualité. La paysannerie est pourtant le creuset de l'histoire européenne. Les peuples de nos nations ont su dompter la nature, ils ont su comprendre les particularismes géographiques pour transformer ce formidable réservoir de vie qu'est la terre en outil de notre puissance et de notre souveraineté. Je vous remercie.